déjà par le mot étranger, il faut entendre un ressortissant d'un pays hors Union européenne. Parce que pour tous les citoyens de l'Union européenne, ils peuvent exercer une activité professionnelle salariée en France sans autorisation préalable de travail, sans titre de séjour. Ils exercent au même titre qu'un ressortissant français. Par contre, pour toutes les autres nationalités, il faut disposer d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour pour pouvoir exercer. La première règle à respecter est celle qui est liée à la situation de l'emploi. La situation de l'emploi est un élément très important que va examiner l'administration. Il s'agit de l'examen du taux de chômage dans une zone géographique déterminée et pour un emploi déterminé. L'administration va examiner quel est en tout cas le rapport entre l'offre et la demande, s'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi dans cette zone-là et dans ce métier-là. Et il va l'examiner par le biais notamment de données qui seront produites par Pôle emploi sur le taux de tension par rapport à un emploi déterminé dans une zone géographique déterminée. L'administration va également examiner les recherches que vous avez effectuées justement sur le marché français de l'emploi avant de pouvoir proposer cet emploi-là à un salarié étranger. Il faudra donc justifier des recherches infructueuses, justifiant que vous avez d'abord proposé cet emploi-là sur le marché de l'emploi français, par exemple par le biais de plateformes concourant au service public de l'emploi tel que Pôle emploi, avant de pouvoir proposer cet emploi-là à un salarié étranger. Alors non, il existe des exceptions à l'opposabilité de la situation de l'emploi. C'est le cas par exemple des mineurs pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et qui sollicitent une autorisation de travail dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'alternance ou dans le cadre d'un CDD par exemple. On n'a pas à justifier des recherches infructueuses, il n'y a pas d'opposabilité à la situation de l'emploi. C'est également le cas des étudiants titulaires d'un diplôme de master ou d'une licence professionnelle qui sont recrutés dans un emploi dans lequel ils sont rémunérés au moins 1,5 fois le SMIC et qui sont dans leur domaine de formation. Donc, s'ils sollicitent une autorisation de travail dans l'année suivant leur diplôme, il n'y a pas d'opposabilité à l'emploi. Les étudiants qui sont également titulaires d'une carte recherche d'emploi ou création d'entreprise peuvent donc être embauchés sans opposabilité de la situation de l'emploi. Il existe également une liste d'emplois contenue dans un arrêté du 18 janvier 2008. C'est une liste qui est faite par région, donc selon l'ancienne nomenclature des régions. Sur cette liste-là, toute personne qui est recrutée, bien entendu, qui justifie de ses qualifications et de ses compétences dans ce métier-là, il n'y a pas d'opposabilité à la situation de l'emploi dans ce cas-là. Donc, ce sont les exceptions dans lesquelles vous pouvez recruter sans avoir à justifier des recherches infructueuses ou en tout cas la situation de l'emploi ne vous est pas opposable. Les passeports talents ne sont pas soumis à l'autorisation de travail et donc par conséquent ils ne sont pas soumis à l'opposabilité à la situation de l'emploi. La demande de passeport talent n'est pas instruite par le service de main-d'œuvre étrangère de la Directe, elle est directement instruite par la préfecture. Donc si l'étranger titulaire d'un passeport talent remplit les conditions, il n'y a pas exigence de faire preuve de recherche infructueuse, parce que si par exemple le niveau de rémunération pour un salarié par exemple hautement qualifié
est rempli et que la préfecture autorise son embauche, vous pouvez l'embaucher sans recourir préalablement aux recherches d'emploi et à justifier de recherche infructueuse. Alors, la seconde condition est le respect par l'employeur des règles du droit du travail et de la protection sociale. L'administration va examiner si l'entreprise respecte le droit du travail, mais dans son ensemble. Par exemple, si au sein de l'entreprise, elle a toujours respecté, par exemple, les règles de demande d'autorisation de travail pour d'autres salariés et également pour le futur salarié, hein, s'il avait déjà été embauché dans l'entreprise. Elle examine également si l'entreprise est à jour de ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF par exemple ou de la MSA ou auprès de la caisse des congés payés par exemple pour le secteur du BTP. Alors, si l'entreprise est une profession réglementée, par exemple architecte, avocat, comptable, médecin, l'administration vérifie si les conditions sont remplies, notamment l'agrément, l'inscription et autres obligations des entreprises, en tout cas de professions réglementées. Pour les salariés résidant hors de France, l'entreprise est tenue de proposer un logement décent, défini selon des conditions réglementaires. Et donc, lors de la demande d'autorisation de travail, l'entreprise devra justifier de cette proposition de logement-là pour le salarié qui réside hors de France. Déjà préalablement, vous n'avez absolument pas le droit d'embaucher un salarié étranger dépourvu d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail. Parce que l'autorisation de travail peut être contenue dans un titre de séjour. C'est le cas par exemple pour les titres de séjour, carte résident, vie privée familiale et autres. Donc il y a une autorisation de travail intégrée dans ce titre-là. Et l'autorisation de travail peut être également constituée d'un document distinct, un CERFA, visé et approuvé par l'administration. Donc dans tous les cas, vous ne pouvez pas employer un étranger qui n'a pas de titre de séjour. Maintenant, un étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour, en tout cas être régularisé selon le langage commun, doit déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. C'est l'article L313-14 du Code d'entrée et de séjour et du droit d'asile des étrangers. Une circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls, donne les instructions aux préfectures pour pouvoir examiner les demandes d'admission exceptionnelle au séjour. La première condition, en tout cas généralement, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour la première condition, il faut avoir résidé en France au moins, en tout cas justifié d'une ancienneté de séjour d'au moins 5 ans, justifié d'une période de travail, une ancienneté de travail de 8 mois sur les 24 derniers mois ou de 30 mois sur les 5 dernières années. À titre d'exception, la circulaire indique aux préfets qu'ils peuvent admettre exceptionnellement au séjour des étrangers qui ont une ancienneté de séjour en France de 3 ans et qui justifient d'une ancienneté de travail de 24 ans. Très bonne question parce que beaucoup d'employeurs posent cette question-là. On parle de demande de 24 bulletins de salaire ou de 8 bulletins de salaire pour respecter la circulaire Valls. Effectivement, il y a dans certains cas des étrangers qui, même sans titre de séjour, ont réussi à travailler. Alors, en général, c'est le cas d'étrangers qui avaient déjà un titre de séjour et qui l'ont perdu. Donc, qui ont des bulletins de salaire, ou par exemple des étudiants qui ne se sont pas vus renouveler leur titre, mais qui ont conservé leur emploi. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est absolument illégal de maintenir dans son entreprise un étranger qui n'a pas d'autorisation de travail et qui n'a pas de titre de séjour. Seulement, les conditions, la circulaire Valls a tenu compte finalement d'une pratique, d'une généralité, pour permettre à certains étrangers de se voir régularisés. Mais
en aucun cas, et ça je le rappelle parce que c'est important, vous ne pouvez maintenir dans vos effectifs un étranger qui n'a pas un titre de séjour qui lui autorise le travail dans votre entreprise pour le métier et la zone géographique. Vous risquez une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 15 000 € si vous embauchez un étranger dépourvu de titre. Vous n'avez rien à faire. Pour ces titres de séjour-là, vous pouvez librement employer un étranger sans demande d'autorisation préalable de travail. Donc, il n'y a pas d'examen de la situation de l'emploi. Il y a certaines catégories de titres de séjour qui permettent de travailler en France sur tout le territoire de la France métropolitaine et pour tout type d'activité, bien entendu dans le respect de la réglementation du travail. Il s'agit donc de la carte vie privée familiale, de la carte résident 10 ans, par exemple passeport talent famille et des étudiants. Alors pour les étudiants, ils sont autorisés à travailler en France dans la limite de 60% du temps de travail réglementaire, c'est-à-dire 964 heures par an. Les étudiants étrangers peuvent travailler librement à titre accessoire. C'est ce qui est mentionné sur le titre de séjour. C'est tous les étudiants étrangers, sauf les ressortissants algériens, qui eux sont soumis à un temps de travail de 50% du temps de travail réglementaire, soit 850 heures par an, et qui sont soumis à l'obligation de solliciter une autorisation de travail auprès de la directe avant de pouvoir commencer leur emploi. Alors, avant d'embaucher un salarié étranger, vous devez obligatoirement procéder à ce qu'on appelle une vérification de droit au séjour auprès de la préfecture. Vous devez adresser un mail avant le début du contrat à la préfecture, donc du lieu de résidence de l'étranger, pour vérifier si son titre de séjour est authentique et s'il a le droit de travailler. Dans les 48 heures, si la préfecture ne répond pas, la réponse est considérée comme étant positive. Vous pouvez l'embaucher librement. Si vous avez le moindre doute sur le droit au travail de l'étranger, il ne faut pas hésiter à contacter alors la directe. Avant le 1er avril, c'était le service de main-d'œuvre étrangère de la directe qu'il fallait contacter. Mais à partir du 1er avril, ce sera les plateformes interrégionales de main-d'œuvre étrangère, ou en tout cas qui dépendent des préfectures, que vous pourrez contacter pour vérifier le droit au séjour et au travail de l'étranger. Alors, en principe, si vous voulez employer un salarié étranger qui a un titre de séjour avec la mention salarié dessus, vous devez systématiquement solliciter une nouvelle demande d'autorisation de travail pour recruter un salarié étranger résident en France. Pourquoi? Parce qu'en général, le titre de séjour salarié est attribué pour un métier, une zone géographique déterminée. Dans tous les cas, vous devez vraiment vérifier ce qui est mentionné sur le titre de séjour. Est-ce qu'il y a un métier spécifique ou est-ce qu'il est écrit « voir autorisation ». Mais vous devez solliciter une nouvelle demande d'autorisation de travail pour recruter un salarié étranger résident en France. Alors, déjà, il y a plusieurs types de passeport talent. Donc, salarié qualifié, salarié hautement qualifié, créateur d'entreprise, investisseur. Mais à supposer que vous souhaitiez employer un étranger titulaire d'un passeport talent salarié qualifié, il faut d'abord respecter le seuil de rémunération, donc qui est de 36 000 et quelques euros, je n'ai pas la somme exacte en tête. Vous devez respecter ce seuil de rémunération et les caractéristiques de sa qualification professionnelle, bien entendu.
Pour employer donc un salarié qualifié titulaire d'un passeport talent, dans les 2 premières années de son titre de séjour, vous devez soumettre, le salarié doit soumettre ce nouveau contrat-là à la préfecture. À l'issue de la 2e année de passeport talent, vous pouvez librement employer le salarié qualifié, on va dire, mais dans le respect des critères d'embauche ayant justifié la délivrance de son passeport talent. L'autorisation de travail est le titre, le document qui permet à un étranger d'exercer une activité salariée en France. Elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être un visa, par exemple. Le visa en vie privée familiale en qualité de conjoint de français contient en tout cas une autorisation de travail. Elle peut prendre la forme d'un titre de séjour, c'est la même chose pour les cartes résidents, la carte de séjour vie privée familiale. Elles contiennent ces cartes-là contiennent l'autorisation de travail. Elle peut également prendre la forme d'un document distinct. Donc c'est la demande d'autorisation de travail sous forme de CERFA, délivrée et approuvée par l'administration pour un métier donné dans une zone géographique déterminée. Alors, en principe, les demandes d'autorisation de travail étaient instruites avant le 1er avril 2021 par les services de main-d'œuvre étrangère de la Directe. La Directe est une administration qui dépend du ministère du Travail. Mais à partir du 1er avril 2021, suite à une réforme territoriale de l'État, l'administration compétente sera la plateforme interrégionale de main-d'œuvre étrangère qui dépendra des préfectures. Il existe 6 plateformes interrégionales au sein de toute la France qui regrouperont en tout cas les départements et qui seront compétentes pour traiter des demandes d'autorisation de travail pour les étrangers résidant en France ou hors. Les plateformes se trouvent à Nanterre, Bobigny, Béthune, Guyane, Tulle et Clermont-Ferrand. Il existe une 7e plateforme qui est réservée à l'instruction des demandes d'autorisation de travail pour les travailleurs saisonniers. Avant le 6 avril 2021, les demandes d'autorisation de travail étaient déposées auprès de la Directe, donc dépendant du ministère du Travail. C'était le service de main-d'œuvre étrangère de la Directe qui instruisait les demandes d'autorisation de travail et donc les délivrait. Suite à la réforme territoriale de l'État, c'est maintenant les plateformes interrégionales de main-d'œuvre étrangère dépendantes du ministre de l'Intérieur qui instruisent les demandes et qui délivrent les autorisations de travail. Pour déposer la demande, il faut faire une procédure en ligne. Donc sur le site du ministère de l'Intérieur, administration-étranger-france.intérieur.gouv.fr. Cette procédure-là de demande d'autorisation de travail est ouverte aux employeurs qui souhaitent recruter un salarié étranger résidant en France ou hors de France. Si le salarié étranger réside hors de France, c'est la procédure d'introduction. Il faut produire des documents relatifs à sa qualification professionnelle, mais surtout aux recherches d'emploi infructueuses qui ont été menées en France. S'il s'agit d'une demande d'autorisation de travail pour un étranger résidant en France, il faut produire son titre de séjour, sa qualification professionnelle et aussi les preuves de recherche infructueuse. Donc, à partir du 6 avril 2021, les demandes d'autorisation de travail sont effectuées en ligne et par les employeurs.
Alors, si vous avez un refus dans le cadre de votre demande d'autorisation de travail, vous disposez de plusieurs voies de recours. Vous avez d'abord un recours gracieux, qui est un recours qui est formulé auprès de l'administration ayant pris la décision. Donc, par exemple, si votre dossier a été refusé parce qu'il manquait telle pièce, telle information, vous pouvez formuler un recours gracieux en régularisant ces éléments-là. Vous pouvez faire un recours hiérarchique auprès du ministre, en tout cas de l'autorité hiérarchique supérieure à l'administration ayant pris la décision, qui va réexaminer la demande dans son ensemble, ou un recours juridictionnel auprès du tribunal administratif. Donc ce sera un recours contentieux, bien entendu. La justice va examiner le refus, en tout cas la légalité du refus de cette autorisation de travail. Pour toutes ces modalités de recours, vous disposez d'un délai de 2 mois. 2 mois pour faire le recours gracieux et hiérarchique et 2 mois pour faire le recours contentieux. Si vous effectuez le recours gracieux ou hiérarchique et que vous avez une réponse négative au bout de 2 mois, vous disposez d'un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le tribunal administratif compétent. Si vous déposez votre recours auprès de l'administration, que ce soit recours gracieux ou recours hiérarchique, et que l'administration ne vous réponde pas au bout de 2 mois, une décision implicite de rejet est née. Et dans ce cas-là, vous disposez à nouveau d'un délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif et contester la légalité du refus d'autorisation de travail. L'avocat va vérifier toutes les conditions de recevabilité de votre demande d'autorisation de travail, si les conditions liées à la situation de l'emploi sont respectées, si toute la réglementation du droit du travail est respectée, s'il y a une adéquation entre le profil, la qualification et la rémunération du salarié. L'avocat vérifiera également les conditions liées à la nationalité, s'il n'existe pas d'accord de gestion de flux migratoires avec une liste de métiers en tout cas qui est ouvert aux ressortissants étrangers. C'est par exemple le cas des Sénégalais ou des Tunisiens. Ils disposent d'une liste de métiers ouverts en tout cas aux ressortissants de ces pays-là et qui permettent un recrutement beaucoup plus favorable. Donc l'avocat sera en mesure de vérifier toutes ces conditions et de vous constituer un dossier pour avoir de meilleures chances de réussite et donc d'approbation de l'administration. Mon cabinet propose bien entendu aux employeurs de toute la France un accompagnement dans cette démarche-là. Nous réalisons également une formation d'une journée de 7 heures de temps sur le recrutement de salariés étrangers en France pour les professionnels en tout cas qui ont très souvent à recourir à cette procédure-là. Et nous avons édité un guide du recrutement de salariés étrangers destiné aux employeurs et à certaines administrations, un guide qui répertorie la réglementation, décrit et vraiment donne toutes les indications pour recruter un salarié étranger, solliciter une demande d'autorisation de travail et surtout connaître les titres de séjour qui permettent de recruter un étranger sans avoir à demander une autorisation de travail et les titres sur lesquels il y a une obligation de solliciter préalablement une autorisation de travail.